Je remercie les organisateurs. Les organisateurs pour cette invitation et je remercie aussi l'audience qui est présente ici. Donc, je commence ma présentation qui se porte sur l'optimisation multicritère et l'aide à la décision, en particulier la résolution des problèmes de programmation linéaire, donc multi-objectifs et à plusieurs niveaux. Donc, ma présentation sera divisée en deux parties. Donc, la première partie sera une introduction à la programmation linéaire. Et dans la deuxième partie, j'entamerai la résolution des problèmes de programmation à plusieurs niveaux. Donc, là, à la fin de cette partie, je présenterai mon premier travail qui porte sur l'analyse de sensibilité, l'étude de stabilité d'une solution. Donc, les deux points que je vais aborder maintenant, donc, ce sont une introduction à la théorie de la programmation linéaire. Donc, en particulier, je mettrai le point sur la méthode célèbre méthode du simplex et la méthode adaptée. Donc, et le deuxième point, c'est le travail que j'ai fait sur l'analyse de sensibilité et les problèmes de programmation multi-objectifs. Donc, j'ai choisi d'introduire, de motiver les problèmes linéaires, les programmes linéaires par un exemple de nutrition. Donc, pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est un problème simple. Et la deuxième, c'est que la programmation linéaire a beaucoup servi à la résolution des problèmes de nutrition. Donc, on suppose qu'on a une nutritionniste, une spécialiste d'aliments qui souhaite réaliser un menu composé de deux aliments principaux, A et B. Donc, sous trois restrictions. La première, c'est que l'aliment doit comporter, à chaque 28 grammes de A, doit contenir 2 unités de gras et 1 unité de glucides et 4 unités de protéines. Et chaque 28 grammes de B doit contenir 3 unités de gras et 3 unités de glucides et 3 unités de protéines. Donc, le repas doit fournir au plus, c'est-à-dire qu'il ne doit pas dépasser 3 unités de matière grasse et au plus 32 unités de glucides et au plus 44 unités de protéines. Donc, le but de la nutritionniste, elle cherche à maximiser le coût du repas, sachant que si une once de A, une once est une unité de mesure qui vaut à peu près 28 grammes. Donc, si une once de A coûte 20 dinars et une once de B coûte 25 dinars, alors quel est le coût maximal du repas? Donc, une façon de faire, c'est de modéliser ce petit problème. Donc, en notant X1 et X2, les nombres denses d'aliments de A et B respectivement. Donc, le nombre total d'unités de matière grasse contenues dans le repas. Donc, on a l'aliment A doit contenir 2 unités de gras. Donc, c'est-à-dire c'est 2 fois le nombre de denses dans A, plus, en tenant compte de la deuxième restriction, donc 3 unités de gras dans l'aliment B. Donc, plus 3 fois le nombre dense d'aliment B. Donc, ce qui donne le nombre total dense d'unités de matière grasse dans le repas. Donc, en tenant compte de la troisième restriction, le nombre d'unités de matière grasse ne doit pas dépasser 38. Donc, on aura le nombre total ne doit pas dépasser 38. On a une première équation. Donc, en faisant la même chose avec le glucide et le protéine, on obtient 2 autres équations. Donc, le coût à maximiser, le coût du repas. Donc, on a une once d'aliment A coûte 20 dinars. Donc, 20 dinars fois le nombre total de d'onces d'aliments A, plus 25 dinars fois le nombre total d'onces d'aliments B. Donc, parce que une once d'aliments B coûte environ 25 dinars. Donc, on tombe sur un modèle mathématique qu'on cherche à maximiser. Donc, une réécriture matricielle de son modèle, on tombe sur ce qu'on appelle un problème de programmation linéaire. Donc, ici, plus rigoureusement, donc, un programme linéaire est un problème qui consiste à optimiser
c'est-à-dire maximiser ou minimiser une forme linéaire sous des contraintes linéaires. Donc, la forme canonique d'un programme linéaire, donc c'est maximiser une fonction, une forme linéaire sous des contraintes, voilà, sur un ensemble. Donc, les contraintes linéaires et les contraintes de non-négativité donc, forment un ensemble qu'on appelle une région réalisable. Donc, le S, à noter que S est un polyèdre dans R1. Donc, un élément de S, on va l'appeler une solution réalisable. Donc, une petite remarque sur la forme canonique. Alors, la forme canonique, c'est quand on a des égalités dans les contraintes linéaires et une forme standard quand on a des inégalités. Bon, la forme canonique est importante. Bon, il y a équivalence entre les deux formes. Et la forme, quand on a affaire à un problème sous une forme standard, on le transforme toujours à une forme canonique pour pouvoir les résoudre. C'est pour des raisons de résolution. Donc, avant 1947, il existait des méthodes approchées. À noter qu'il existe en général deux grandes familles de méthodes de résolution, les méthodes directes et les méthodes indirectes. Donc, avant 1947, il n'existait que des méthodes directes qui fournissaient des solutions approchées au programme linéaire. Donc, après 1947, Georges Bernard Dantzig, le mec que vous voyez à droite, donc, il a donné une première formulation à une méthode qu'il a appelée ensuite la méthode du simplex. Donc, cette méthode a été appliquée pour la première fois aussi pour un problème de nutrition qui a été posé par Joseph Stiglitz et qui a été composé de 9 équations et 77 inconnues. Donc, et qui a été résolu manuellement après un travail de 120 jours. Donc, pour décrire un peu le fonctionnement de la méthode, donc, on aura besoin de tirer quelques informations sur les solutions d'un programme linéaire. Donc si S est un polyèdre non vide, c'est-à-dire la région réalisable est un polyèdre non vide, que ce soit borné ou non. Donc, si le programme linéaire admet au moins une solution, ou bien admet des solutions, alors au moins l'une d'elles est un point extrême, c'est-à-dire au moins l'une d'elles est un coin de S. Donc, si le programme linéaire n'admet pas de solution, alors soit la région réalisable est non bornée ou bien la région réalisable est vide. Donc, on ne va pas s'intéresser à ce deuxième cas, on va se focaliser sur le premier cas. Le premier cas nous réduit énormément le champ de recherche. C'est que puisqu'il n'y a pas de préférence entre les solutions d'un programme linéaire, alors on a qu'à chercher sur des coins de S. C'est-à-dire on a réduit le champ de résolution, ensemble de résolution à un nombre fini de points, puisque un polyèdre borné dans R1 admet un nombre fini de points. De coins, ce sont des vrais coins. Donc, ce qu'on va faire, voilà, pour s'assurer un peu plus que le S n'est pas vide, on va supposer que le nombre de variables est supérieur strictement au nombre d'équations du système linéaire. Donc, on va poser quelques ensembles d'indices. Donc, I allant de A à M et J allant de A à M, un nombre entier. Et JB, JN sont des sous-ensembles de G. Donc, JB contient M élément et JN contient M moins M élément. Donc, JB, plutôt, on va l'appeler un support, bien un support ou bien un ensemble d'indices basés. Et JN, un ensemble d'indices non basés. Voilà, plus tard, on va revenir sur ça. Donc, on va décomposer le vecteur des variables de décision. Donc, dorénavant, le vecteur X, on va l'appeler vecteur de variable de décision. Donc, on note Xn, l'ensemble, le vecteur de composantes indexées dont Gn, et XB, le vecteur extrait de X, qui a composante indexée dans GB. On fait la même décomposition pour la matrice on fait la même décomposition pour la matrice A. Donc, A1, c'est la matrice extraite de A.
en prenant les colonnes indexées dans Gn. Donc, même chose pour AB, prenons les colonnes indexées dans GB. Donc, en réécrivant le système linéaire sous cette décomposition, donc, on retombe sur ce petit système. Donc, si on remarque bien sûr que JB contient M éléments et le nombre de lignes de A contient M équations, donc AB est une matrice carrée. Donc, si la matrice AB est une matrice carrée, est une matrice inversible, et Xn, le vecteur Xn indexé dans Gn, A comme composante égale à 0, c'est-à-dire tous ces composantes sont nulles, alors, bien sûr, facile de voir qu'il suffit de remplacer Xn, Xn et de multiplier par AB moins 1. Donc, on aura XB égale à AB moins 1 fois B. Donc, les composantes de X, on les appellera les composantes de base. Et les composantes de Xn, on les appellera les composantes non basiques. Et le vecteur ainsi obtenu, le vecteur X, on l'appellera une solution basique. Si ce vecteur obtenu appartient de plus à S, on l'appellera une solution de base réalisable. Donc, il se trouve que les vecteurs qui sont obtenus de cette façon sont exactement les coins de S, sont exactement les points extrêmes de S. Donc, puisqu'il y a un nombre fini de façons de choisir les ensembles GBGN, c'est-à-dire qu'on a M parmi N combinaisons sans répétition, et ordre n'est pas sans ordre, c'est-à-dire ordre n'est pas important, de choisir Gn et Gb du vecteur de l'ensemble total G. Donc, on a un nombre fini de quoi, et voici la façon avec laquelle on les obtient. Donc, le principe de la méthode, donc, elle consiste à passer d'un point extrême vers un point extrême, et à chaque fois, on va tester l'optimalité du point. Donc, on part du point 0, 0. Donc, si le point 0, 0 est optimal, on arrête. Sinon, on passe au point d'à côté. Bien sûr, dans cet exemple, pourquoi on est passé par là et non pas par l'autre côté? Donc, la méthode passe d'un point extrême vers un autre point extrême de telle sorte à faire augmenter le plus possible la valeur de la fonction objective. Donc, comment on va faire? Alors, on va passer d'un point, un point réalisable, point initial x, vers le point x plus θ d, selon une direction D, qu'on appellera une direction admissible. C'est une direction selon laquelle on ne quitte jamais S. Avec un pas, on va se déplacer avec un pas optimal θ. Donc, alors, ce qu'on va faire, donc pour définir cette direction, donc les composantes non basiques, on va les définir tous égales à 0. On va privilégier pour le moment un indice I0. On va le mettre égal 1. Donc, pour s'assurer qu'on est toujours dans S, qu'on finit dans S, donc ce point-là doit vérifier les contraintes linéaires. Donc, A fois X plus θ B égale B. Donc, en développant, on tombe sur. Donc, la direction doit vérifier l'équation AD égale 0. Donc, en décomposant AD égale 0 selon les deux sous-ensembles GB et G1, donc, on retombe sur une autre équation, AB fois AD. AB, c'est la matrice extraite de A et DB sont les composantes basiques de la direction qu'on veut déterminer. Donc, plus AI0, c'est la I0e colonne de A, égale à 0. Donc, en ramenant la colonne de l'autre côté, on multiplie par l'inverse de A. Donc, on retombe sur les composantes basiques de la direction qu'on cherchait. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe pour la fonction objectif quand on fait ce déplacement? Donc, quand on calcule l'image du nouveau point, on retombe sur l'image de l'ancien point plus un coût du déplacement, un coût d'accroissement de F. Donc, c'est le prix à payer pour pouvoir se déplacer de X vers X plus θD.
Donc, en décomposant ce coût selon les indices GB et G1, on tombe sur C fois D, les composantes basiques de C fois la composante basique de D, plus la I0e composante de C. Donc, en remplaçant DB par sa valeur, la valeur qu'on a obtenue tout à l'heure, donc on obtient I0, on obtient cette forme-là. Alors, si au départ, on a choisi I0 dans le GB, on aurait obtenu un 0. Bon, pourquoi? Parce que si I0 était dans GB, alors I0, la AI0 est une colonne, la I0 est une colonne de A. Donc, fois l'inverse, on obtiendra un vecteur qui a les composantes tous égales 0, sauf la I0 est une composante qui est égale à 1. Et quand on multiplie CB fois ce vecteur, on aura 6 I0. La I0 est une composante de C. I0 moins I0, on aura toujours un 0. Donc, toutes les composantes, si I0 était dans GB, alors on aura toujours un 0. Donc, alors, le vecteur que je viens de définir est le test d'arrêt pour la méthode du simplex. Donc, si tous, pour une solution basique admissible X, si toutes les composantes non basiques, on a dit que toutes les composantes basiques sont nulles, donc on doit juste travailler avec les composantes non basiques. Donc, si toutes les composantes non basiques sont négatives, alors cette inégalité doit être comprise comme une inégalité composante par composante. Donc, si toutes les composantes sont négatives ou nulles, alors la solution X est optimale. Donc, cette condition devient une équivalence dans le cas où les variables sont le vecteur X est non dégénéré, c'est-à-dire que les variables basiques sont tous positifs ou nuls. Bon, la façon avec laquelle, si je reviens à la XB, bien sûr, AB moins A fois D, on peut avoir des variables négatives. Or que dans un programme linéaire, on a ajouté une hypothèse supplémentaire, c'est la non-négativité des variables. Bon, c'est une condition supplémentaire. Dans un cadre général, on peut supposer que les variables ne sont pas positives. On peut toujours se ramener aux variables positives avec des translations adéquates. Donc, il reste à trouver un pas optimal, θ. On estime que le pas de dépassement soit maximal. Donc, on cherche un θ strictement positif tel qui laisse x plus θd dans S. Alors, si toutes les composantes de D sont positives, donc, alors dans ce cas, quel que soit θ, donc x plus θb, puisque les composantes de x sont positives, les composantes de D sont positives. Alors, quel que soit θ positif, le nouveau poids sera dans S. Donc, on a affaire à un problème non borné, c'est-à-dire la région réalisable S non bornée. Donc, on va pas s'intéresser à ce cas. Donc, sinon, il va exister une composante de D, une composante basique de D, qui est négative. Donc, en ramenant ce terme dans l'autre côté, et on obtiendra θ doit vérifier cette inégalité, quel que soit I dans GB. Donc, il suffit de prendre θ0 comme le minimum. Donc, puisque voilà, le maximum de ce côté va devenir le minimum de l'autre côté, la borne supérieure. Voilà. Donc, je passe donc maintenant à la deuxième méthode que je vais décrire rapidement. Donc, la méthode adaptée. Donc, la méthode adaptée a été présentée par un certain Gabasov, mathématicien russe, en 1980 pour résoudre des programmes linéaires, mais à valeur bornée, mais à variable bornée, c'est-à-dire LU ici sont des vecteurs ou avec des composantes finies. Alors, son nom vient du fait qu'elle est adaptée. Bien sûr, cette contrainte peut-être, je peux faire entrer ces contraintes bornées dans la matrice A, mais ça va faire augmenter la matrice et d'un point de vue numérique, une matrice à résoudre des problèmes voilà, avec des méthodes qui manipulent des matrices de taille très grande n'est pas très
commode. Donc, on a des risques, des risques des erreurs de truncature, des erreurs d'arrondi, et plus la taille d'une matrice est grande, plus le risque d'erreur augmente. Donc, d'où son nom, le nom qu'elle porte, la méthode adaptée. Donc, elle est vraiment adaptée à des programmes linéaires à variables bornées. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que ce programme ne peut pas être résolu avec la méthode du simplex, mais ça veut dire, la deuxième raison, c'est que cette méthode est plus efficace dans ce cas-là, dans ce cas de figure, est largement plus efficace que la méthode du simplex, pour les raisons que je venais de décrire. Donc, le critère d'optimalité, alors, si ces trois conditions sont suffisantes pour l'optimalité d'un point, c'est-à-dire si le EJC, c'est le même que je venais de décrire tout à l'heure, c'était le même. Donc, si les EJ sont tous positifs quand x égale à LJ et les EJ sont positifs quand XJ égale à UJ, la jème composante de la bande sup, et EJ est nul si XJ dans l'intervalle LJ-UJ. Donc, alors, la solution, le point X, voilà, le point X, le point réalisable X deviendra un point optimal. Donc, les conditions deviennent nécessaires si la solution réalisable est non dégénérée, c'est-à-dire les composantes basiques de X sont entre LJ et UJ. Remarque, on a toujours affaire à des composantes qui sont non basiques. Donc, les composantes basiques n'ont aucune influence sur l'optimalité d'un point. Donc, là, le taux d'accroissement de F, voilà, on peut le majorer par cette quantité, et peut-être le majorer toujours par cette quantité qu'on appelle bêta. Alors, cette quantité, c'est ce qu'on appelle l'estimation de suboptimalité ou bien de sous-optimalité d'un point X. Alors, si bêta de XG, de XGB est égal à 0, alors on est arrivé au point optimal. Une petite description donc le bêta, le critère d'optimalité, déjà, c'est ce qui caractérise la méthode adaptée. Elle dépend du point et du support. Alors, durant l'exécution de cette méthode, alors si bêta n'est pas nul, on fait un changement de point. Donc, si bêta reste non nul, on fait un changement de support. Parfois, le point est optimal, mais cette valeur n'est pas nulle à cause du mauvais support. Donc, je passe à une partie que je juge très intéressante de la programmation linéaire, c'est l'étude de stabilité d'une solution. Alors, je vais présenter voilà, une nouvelle façon de faire l'étude de la stabilité, et je vais faire un petit lien pour déterminer des solutions particulières d'un problème multi-objectif. Donc, un problème de programmation linéaire multi-objectif, il consiste à maximiser une fonction à plusieurs variables, c'est-à-dire à maximiser plusieurs fonctions en même temps. Mais non seulement ça, mais les fonctions sont en général conflictuelles, c'est-à-dire en général, on n'a pas de solution qui maximise toutes les fonctions en même temps. C'est-à-dire, c'est la raison c'est causé par le conflit qui existe entre les objectifs qu'on cherche à maximiser. Une petite remarque que j'ai oublié d'en parler, c'est que dans cette présentation, j'ai choisi l'opérateur max, et je pouvais choisir l'opérateur minimum, mais ça change pas au contenu de ce que je présente.
Donc, avec les FI sont tous des fonctions linéaires. Alors, on n'a pas besoin pour le moment, pour ce que je vais dire maintenant, je n'aurai pas besoin de savoir plus sur les problèmes, plus de propriétés sur les problèmes multi-objectifs. Donc, je vais y revenir dans la deuxième partie. Donc, juste ici, tous les coefficients ici sont positifs, je vais le justifier plus tard. Je vais supposer que tous les coefficients de toutes les fonctions objectives sont positifs. Donc, un problème multi-objectif consiste à résoudre plusieurs fonctions objectives en même temps, qui sont conflictuelles en général, mais voilà, en général conflictuelles, mais il y a des cas, il y a même beaucoup de cas dans lesquels on peut atteindre les valeurs maximales de toutes les fonctions sur un point commun. Donc, l'analyse de sensibilité est une partie essentielle de la programmation linéaire qui consiste à étudier la stabilité d'une solution d'un programme linéaire sous le changement des paramètres du programme linéaire, c'est-à-dire après une perturbation des coefficients de la fonction, bien des coefficients des contraintes, quand est-ce que on veut savoir quand est-ce que la solution change. Alors, le but de la suite de cet exposé est de présenter une approche géométrique pour faire de l'analyse de sensibilité, mais sans changer le domaine réalisable. C'est-à-dire, ici, je vais pas toucher, je vais fixer la région réalisable et je vais perturber les coefficients de la fonction, de la forme linéaire. Ensuite, classifier toutes les fonctions, classifier toutes les fonctions objectives selon leur solution optimale. Donc, je vais commencer par noter l'ensemble de toutes les formes linéaires définies sur R2 par L. Et je considère les cas problèmes de programmation linéaire à un seul objectif. Mon objectif, c'est-à-dire je considère ici, je vais essayer de maximiser chaque fonction objective séparément. Donc, je formule, maintenant je vais formuler le problème d'analyse de sensibilité. Donc, on commence par résoudre ce programme linéaire. On obtient la solution x0. Alors, le problème d'analyse de sensibilité consiste à déterminer toutes les formes linéaires qui sont dans L2 qui admettent comme ensemble de solutions égal à l'ensemble de solutions de ce problème initial. Donc je fixe une droite, la droite d'intersection du graphe de la fonction, la forme linéaire initiale, avec le plan d'équation z égale 0, avec le plan qui contient la région réalisable. Donc, et je considère son vecteur directeur. Donc, et je reformule le programme linéaire. Donc, un programme linéaire résoudre un problème linéaire équivaut à maximiser la distance entre la solution réalisable et son projeté orthogonal sur la droite des zéros. Donc, le cas, on va pas se gêner pour le moment avec le cas. On va le fixer. Le cas, on le suppose pour le moment fixé. Donc, pourquoi ça c'est vrai? Parce que il suffit de remarquer que le graphe de la fonction f avec le plan d'équation z égale 0 forme un angle constant que je nomme lambda, et la tangente de cet angle, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, le côté opposé, c'est la valeur de f.
Le côté adjacent, c'est la distance entre le point X de la région réalisable et son projeté orthogonal. Donc, en utilisant cette égalité, on arrivera facilement à démontrer que donc, x0 est un maximum de f si seulement si x0 est un maximum de cette maximisation de distance. Donc maintenant, on va passer à un autre problème. Donc on va considérer les points voisins à notre solution x1 et x2 et on va se proposer de chercher toutes les droites D pour lesquelles ces deux inégalités restent vraies. Donc, proposition. Alors, le problème 3, le problème que j'ai donné, le problème d'analyse de sensibilité, qui consistait à chercher toutes les formes linéaires, est équivalent au problème 4. Donc, résoudre ce problème, c'est la même chose que résoudre le problème que j'ai posé au début de cette partie. Donc, pour la preuve, il suffit d'utiliser la convexité de S et le fait que S est une union de segments. Donc, bon, une petite illustration graphique du problème 4. Donc, alors, on va imaginer que c'est le plan d'équation, l'écran est le plan d'équation Z égale 0. Voici la région réalisable et la droite dit 0 d'intersection du graphe de f avec ce plan. Alors, on va imaginer que le graphe de f est en dessous de votre écran et le graphe de f est en dessous de votre écran de ce côté-là. Donc, voici la solution optimale du programme linéaire. Voici les points voisins à x0. Alors, toutes les droites qui existent, qui sont entre cette droite discontinue en rouge et cette droite discontinue en vert, sont des solutions du problème 4. Donc, la droite discontinue verte est parallèle au vecteur x0, x2, et la droite discontinue rouge est parallèle au vecteur x0, x2, et la droite discontinue verte est parallèle à ce vecteur. Donc, c'est facile à remarquer ici donc, que x0 est une solution optimale, puisque c'est elle qui réalise la plus grande distance avec son projeté orthogonal sur des zéros. Et si on fait une rotation, quand est-ce qu'on va quitter la solution optimale? C'est quand on fait une rotation dans le sens négatif et on dépasse la droite verte, la droite discontinue verte. Même chose dans l'autre côté, dans le côté opposé. Donc, je vais une traduction de ce que je viens de dire. Alors, on réécrit ces vecteurs, le vecteur rouge et le vecteur vert, et le vecteur directeur de la droite en coordonnées polaires. Alors, une proposition, je réécris, je traduis juste ce que je venais de dire. Donc, si l'angle phi, c'est l'angle formé, c'est l'angle de V0 en coordonnées polaires. Donc, si l'angle phi est entre θ1 et moins pi sur 2 et θ2 moins pi sur 2, θ1 et θ1 c'est l'angle de cette formé par ce vecteur. C'est l'angle de ce vecteur, c'est la deuxième composante de ce vecteur en coordonnées polaires. Et θ2, c'est l'angle de ce vecteur en coordonnées polaires. Donc, si phi entre θ1 moins pi sur 2 et θ2 moins pi sur 2, alors pour quel que soit R, la droite D, on obtiendrait va être une solution du problème 4. Alors, la forme linéaire que je cherchais, elle est ici. Elle est dans le vecteur directeur de cette droite. La première composante de la forme linéaire et la deuxième composante de la forme linéaire. Donc,
Maintenant, ce que je viens de récolter, c'est la solution de tout, c'est toutes les formes linéaires qui admettent la même solution optimale que notre problème initial. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de classifier les problèmes multi-objectifs selon une solution que j'appellerai plus tard solution idéale. Donc, je définis une relation d'équivalence dans L. Je dis que deux formes linéaires sont équivalentes si seulement si elles ont le même ensemble de solutions. Donc, je quotiente par la relation S. Bien sûr, la relation dépend de S parce que dépend de la région sur laquelle j'optimise ma fonction. Alors, je définis l'ensemble L, L indice face. C'est l'ensemble des classes qui sont dans L bar qui admettent comme solution, c'est l'ensemble des classes qui admettent comme solution une face de S. C'est-à-dire, elles admettent une infinité de solutions qui sont situées sur les faces. Voilà, peut-être que je n'ai pas dit, donc, mais les solutions d'un programme linéaire se situent toujours sur les facettes du polyèdre, de la région réalisable. Donc, je prends maintenant une classe de L bar privée de L face, c'est-à-dire il me reste que les formes linéaires qui admettent une unique solution. C'est-à-dire qui admettent une unique solution et qui est un point de S. Donc, un corollaire. Donc, le problème 3 admet une solution idéale, c'est-à-dire une solution qui satisfait tous le problème 3 si le problème multi-objectif que j'ai défini. Donc, admet une solution idéale, c'est-à-dire une solution pour laquelle toutes les fonctions objectives atteignent leur valeur maximale. Donc, si seulement si, il existe une classe dans L bar privée de L face pour lesquelles toutes les fonctions, toutes les formes linéaires FK appartiennent à cette classe. Donc, les formes linéaires qui constituent le problème multi-objectif doivent être dans la même classe pour que le problème entier admette une solution idéale. Voilà, pour cette partie, je vais m'arrêter là et on va continuer avec la résolution des problèmes multiniveaux dans la deuxième partie.